Jed McCreary entra dans la rue principale de Cedar Creek. Le soleil, haut dans le ciel, lui brûlait la nuque malgré le large bord de son chapeau, et l'air vibrait de chaleur, si bien que les façades en bois des maisons semblaient se dissoudre en mirages flous. Jed plissa les yeux par habitude, balayant du regard des lieux familiers, le saloon, le fer à cheval doré, à l'enseigne écaillée, l'échoppe d'Olsen avec ses sacs de grains près de l'entrée, la forge d'où parvenait le martèlement du marteau sur l'enclume. Cela faisait 3 mois qu'il n'était pas venu en ville. 3 mois à garder le bétail sur de lointains pâturages, où ses seuls interlocuteurs étaient le vent et les coyotes qui hurlaient la nuit. Maintenant, même le grincement des charrettes et les voix des gens lui paraissaient assourdissants après le long silence de la prairie. Jed dirigea son cheval bas vers la gare, un petit bâtiment en bois, avec une plaque délavée indiquant Cedar Creek. Sur le quai, quelques caisses et sacs attendaient leurs propriétaires. Ils venaient chercher des courroies de sel commandées sur catalogue, les siennes étaient complètement usées, et un bon harnachement était indispensable dans son métier. Mettant pied à terre, Jed attacha son cheval à un poteau et monta les marches en bois de la gare. Le plancher grinça sous ses lourdes bottes. Dans la petite pièce, une odeur de poussière, d'huile de machine et de quelque chose d'autre, d'inconnu mais d'agréable, flottait dans l'air. Une odeur florale, peut-être. « Content de te revoir, Jed », le salua Frank Wilson, le chef de gare. L'homme âgé était assis derrière un bureau usé, triant des papiers. « Comment vont les affaires au ranch ?»« Pas mal, les veaux ont grandi, le bétail est en bonne santé », répondit Jed en retirant son chapeau pour passer une main dans ses cheveux sombres, collés par la sueur. « Frank, je devais recevoir un colis. Des courroies de sel de Denver. » Wilson leva la tête et le regarda étrangement. Une lueur de confusion passa dans ses yeux. « Jed, il y a une histoire. Un peu compliquée. J'ai quelque chose pour toi, mais ce ne sont pas des courroies. »« Comment ça, pas des courroies ?» fronça les sourcils Jed. « J'ai passé la commande il y a 3 semaines. J'ai envoyé l'argent. »« Ah, tu vois ?» commença Frank en se levant pour se diriger vers le coffre-fort dans un coin. Des documents sont arrivés et une personne. Pour ainsi dire. Jed sentit un frisson glacial lui parcourir le corps. Les documents signifiaient généralement des ennuis, que ce soit avec les impôts, la terre ou la loi. Quel document? Wilson sortit une épaisse enveloppe du coffre et la tendit à Jed. Elle portait le sceau officiel du tribunal territorial. « Un certificat de mariage », dit doucement Frank, « et une procuration pour recevoir une fiancée. » Jed sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il fixa l'enveloppe, n'osant pas la prendre. « Quelle est cette diablerie, Frank? Quelle fiancée? Je n'ai commandé personne. »« Je n'y comprends rien non plus, » dit le chef de gare en écartant les bras. « Mais les documents sont en règle. Tous les sceaux sont là. Et la jeune femme? Elle est déjà ici, arrivée hier soir par le train de Chicago. » Derrière Jed, une porte grinça. Il se retourna et se figea. Sur le seuil se tenait une jeune femme, âgée de 23 ans tout au plus. Ses cheveux sombres étaient soigneusement coiffés en un chignon sur la nuque, bien que quelques mèches rebelles encadrent son visage pâle. Ses grands yeux gris-vert étaient écarquillés par l'inquiétude ou la peur. Elle portait une simple robe bleu foncé, visiblement une tenue de voyage, mais de bonne qualité. Dans ses mains, elle tenait une petite valise en cuir et un sac à main. Elle regardait Jed avec la même perplexité que lui. « Vous êtes Monsieur McCreary ?» Sa voix était douce mais distincte, avec un léger accent de l'Est. « C'est moi, » répondit Jed d'une voix rauque, encore incrédule. « Et vous ?»« Evelyn Saunders. Enfin, » elle rougit et baissa les yeux. « D'après les documents, je suis maintenant Evelyn McCreary, votre femme. » Un silence pesant s'installa. Dehors, un coq chanta, une charrette passa, mais Jed n'entendait rien d'autre que les battements de son propre cœur. « Écoutez, mademoiselle,
Evelyn, commença-t-il lentement, il doit y avoir une erreur. Je n'ai commandé personne. Je n'ai pas d'argent pour une femme, et je n'ai fait aucune demande. La jeune femme pâlit davantage, mais releva le menton. Une lueur d'obstination brilla dans ses yeux. L'agence Les Unions du Cœur, à Chicago, a reçu une lettre de votre part, ainsi qu'un acompte de $50, dit-elle d'une voix égale en sortant d'un papier plié de son sac. Voici une copie de votre demande. Vous demandiez une jeune femme de 20 à 25 ans, sachant cuisiner, et tenir une maison, sans mauvaises habitudes, et de préférence avec une éducation. Je corresponds à toutes ces exigences. Jed prit le papier de ses mains tremblantes. L'écriture n'était pas la sienne, plus soignée, avec des fioritures. Mais la signature en bas ressemblait à la sienne. « Ce n'est pas mon écriture, » murmura-t-il. Quelqu'un... Puis, une idée le frappa. Tommy McBride, son voisin et ami. 3 mois plus tôt, avant que Jed ne parte pour les pâturages éloignés, ils étaient assis au saloon, et Tommy insistait pour que Jed se marie. « Tu as déjà 32 ans, disait-il. Tu vis comme un sauvage, ta maison tombe en ruine, et tu cuisines horriblement mal. Trouve-toi une bonne femme. » Jed avait alors balayé l'idée d'un revers de main, disant qu'il n'avait pas le temps pour ça. Mais Tommy avait continué. « Et si tu commandais une épouse par correspondance ?» J'ai entendu dire qu'il y a des agences comme ça dans les grandes villes. Ils t'enverront une femme qui te convient, et l'affaire est réglée. Apparemment, Tommy avait décidé de prendre les choses en main. Mais pourquoi? Et où avait-il trouvé l'argent? Monsieur McCreary appela doucement Evelyn. Tout va bien? Jed leva la tête et la regarda. La jeune femme se tenait droite, mais il voyait ses mains trembler en serrant la poignée de sa valise. Elle était venue d'une ville lointaine pour un homme inconnu, et maintenant cet homme lui disait qu'il ne voulait pas d'elle. « Mademoiselle Saunders, Evelyn, commença-t-il prudemment, vous comprenez. Il y a vraiment eu une erreur. Ce n'est pas moi qui ai fait cette demande. Apparemment, un de mes amis a voulu m'aider. Mais je ne suis pas prêt pour le mariage. J'ai un petit ranch, je peine à me nourrir moi-même, et... » « Je comprends, » l'interrompit-elle, et sa voix prit une inflexion d'acier. « Vous voulez donc que je retourne à Chicago? » « Ce n'est pas que je le veuille, » hésita Jed. « C'est juste que... » « Je n'ai pas d'argent pour le billet de retour, » dit Evelyn doucement mais distinctement. « J'ai dépensé toutes mes économies pour venir ici, et je n'ai nulle part où retourner. La maison où je vivais a été vendue pour dette. » Jed sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Frank Wilson se tourna discrètement vers la fenêtre, feignant d'examiner les voies ferrées. « Écoutez, » dit Jed après une longue pause. « Réglons ça étape par étape. Avez-vous besoin d'un endroit pour passer la nuit? » « J'ai passé la nuit dans la salle d'attente, » répondit Evelyn. « Monsieur Wilson a été très aimable de me laisser rester. »« Ce n'est pas correct. Venez, je vais vous conduire à l'hôtel. » Je n'avais pas d'argent pour l'hôtel. Jed se passa une main sur le visage. La situation devenait de plus en plus compliquée. « Très bien. Alors vous viendrez chez moi. J'ai une chambre d'amis. » Temporairement, jusqu'à ce que nous trouvions une solution. Evelyn le regarda attentivement, comme pour évaluer si elle pouvait lui faire confiance. « Bien. »« Vous êtes sûr? Je ne veux pas être un fardeau. J'en suis sûr. En tout cas, je ne vous laisserai pas à la rue. » Elle hocha la tête et, pour la première fois de leur conversation, esquissa un léger sourire. « Merci, monsieur McCreary. Je vous suis très reconnaissante. »« Jed, » la corrigea-t-il. « Si nous sommes maintenant... Enfin, appelez-moi Jed. »« Alors, appelez-moi Evie. Evelyn est trop solennelle pour le quotidien. » Jed prit sa valise, lourde, signe qu'elle avait emporté tout ce qui était essentiel. Ils sortirent sur le quai, où une petite foule de curieux les attendait déjà. Dans une petite ville, les nouvelles se propageaient plus vite que les dépêches du télégraphe. « Jed McCreary s'est marié !» cria quelqu'un dans la foule.
Et sans le dire à personne, ajouta une autre voix. Jed sentit ses oreilles rougir. Evie, embarrassée, baissa également la tête. « Nous n'avons encore rien décidé, dit-il d'une voix forte en l'aidant à monter sur son cheval. Pour l'instant, Mademoiselle Sanders est simplement une invitée. Mais la foule se dispersait déjà, emportant avec elle le nouveau potin. Le soir même, tout Cedar Creek saurait que Jed McCreary avait une femme. Le trajet jusqu'au ranch dura environ 1 heure. Ils chevauchèrent en silence. Evie assise en selle devant Jed, s'efforçant de se tenir droite et de ne pas le toucher plus que nécessaire. Jed sentait la chaleur de son dos, le léger parfum floral de ses cheveux, et tentait de penser à autre chose qu'à sa fragilité et à la façon dont elle se nichait parfaitement dans ses bras. Le ranch de Jed était situé dans une petite vallée entre des collines, protégée des vents violents. La maison était une simple bâtisse en bois de 2 étages, solide mais sans fioritures. À côté se trouvait une écurie, une grange à foin et un petit enclos pour le bétail. Tout semblait propre, mais reflétait une vie de célibataire. Pas de fleurs, pas de rideaux aux fenêtres, aucune touche féminine. « Voici ma maison, dit Jed en aidant Evie à descendre de cheval. Rien d'extraordinaire, mais le toit ne fuit pas et le poêle chauffe bien. » Evie regarda autour d'elle. Son regard s'arrêta sur un petit lopin de terre clôturé près de la maison, envahi par les mauvaises herbes. « Et ça, c'est quoi? Un potager? » « J'ai essayé, sans grand succès. Je n'ai pas la main verte. »« Et pourquoi avez-vous la main, alors ?» Jed leva les mains et regarda ses larges paumes, couvertes de callosités et de cicatrices. Pour le bétail, pour la corde et la selle, pour une arme quand c'est nécessaire. Evie hocha la tête, comme si cela expliquait beaucoup de choses. L'intérieur de la maison était plus spacieux qu'il n'y paraissait. Une grande pièce servait à la fois de cuisine et de salon. Une table en chêne, quelques chaises, un poêle dans un coin, des étagères avec de la vaisselle et des provisions. Tout était propre, mais strictement fonctionnel. « Il y a 2 chambres à l'étage, » expliqua Jed. « La mienne et la seconde étaient pour les invités, s'il y en avait eu. Vous pouvez vous y installer. »« Merci. Où puis-je me laver ? » ?»« Il y a un puits derrière la maison, et aussi... » Il hésita. « Il n'y a pas d'eau chaude. Il faudra la faire chauffer sur le poêle. » Evie ne parut pas surprise. « Je m'y habituerai. À Chicago, nous n'avions pas toujours d'eau chaude non plus. » Jed lui montra la chambre à l'étage, petite mais dotée d'une bonne fenêtre donnant sur l'est. Un lit simple, une commode, une chaise. Il n'y avait pas de rideau à la fenêtre. « Les draps sont propres, dit-il. Je les change 1 fois par semaine. Vous vous occupez vous-même de la maison. Qui d'autre ? » Jed haussa les épaules. « Je vis seul depuis 8 ans. » Evie posa sa valise sur la chaise et se tourna vers lui. « Jed, je dois vous dire quelque chose. Je n'ai pas l'intention de rester les bras croisés. Si vous me permettez de rester, ne serait-ce que pour quelque temps, j'aiderai aux tâches ménagères. Cuisiner, nettoyer, faire la lessive, ce sera juste. Vous n'êtes pas obligé. Si je le suis, j'ai mes principes. » Il y avait une telle détermination dans sa voix que Jed ne discuta pas. « D'accord, mais seulement si vous le voulez. » En bas, Jed commença à préparer le dîner, ou du moins ce qui en tenait lieu pour lui. De la viande salée frite, des haricots en conserve, du pain rassis. Une nourriture simple et sans prétention. Evie apparut 1 demi-heure plus et 1 heure plus tard, lavée et coiffée. Elle avait troqué sa robe de voyage contre une simple robe d'intérieur vert foncé qui faisait ressortir la couleur de ses yeux. « Ça sent. Intéressant, » dit-elle diplomatiquement en regardant ses prouesses culinaires. « Le goût l'est encore plus, » répondit Jed d'un air sombre. « Je vous préviens, je suis un cuisinier exécrable. Alors demain, je m'occuperai de la cuisine, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. » Pendant le dîner, ils parlèrent peu et qui parlant peu,
Jed lui parla brièvement de son ranch, de son bétail, du déroulement de ses journées. Evie écoutait attentivement, posant parfois des questions. Elle parlait peu d'elle-même, se contentant de dire qu'elle vivait à Chicago avec sa tante, décédée l'année précédente en laissant des dettes. Elle travaillait comme couturière, mais son salaire suffisait à peine à vivre. Pourquoi avoir accepté un mariage par correspondance? Demanda Jed une fois le repas terminé. Evie resta longtemps silencieuse, examinant les restes dans son assiette. Parce qu'il n'y avait pas d'autres options, répondit-elle enfin. En ville, une jeune femme sans famille ni relation ne peut espérer que les travaux les plus ingrats. Et il est presque impossible d'épouser un homme convenable, je n'ai pas de dot. Le mariage par correspondance me semblait une solution honnête. J'étais prête à travailler, à tenir une maison, à être une bonne épouse en échange d'un foyer et d'une protection. Et l'amour? Evie leva les yeux vers lui. L'amour? Dans ma situation, c'est un luxe que je ne peux pas me permettre. Il n'y avait aucune pitié pour elle-même dans ses paroles. Seulement le constat calme d'un fait. Jed ressentit un étrange respect pour cette jeune femme qui voyait la vie avec tant de lucidité. « Vous avez peut-être raison, dit-il doucement, mais c'est tout de même dommage. » À la tombée de la nuit, Evie monta dans sa chambre. Jed resta en bas, assis près du poêle, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. La journée avait commencé comme d'habitude et se terminait avec une femme installée dans sa maison. Une femme qui, selon les documents, était son épouse, mais qu'il voyait pour la première fois de sa vie. Et le plus étrange, c'est qu'elle lui plaisait. Sa force tranquille, sa façon de se tenir, sa capacité à ne pas se plaindre des circonstances lui plaisait. Même sa voix, basse et légèrement rauque, lui plaisait. Mais que faire maintenant? Il ne pouvait pas simplement la chasser. Où irait-elle sans argent, sans connaissance, dans une région inconnue? Mais épouser une inconnue. À l'étage, une latte de plancher grinça. Evie ne dormait pas, elle réfléchissait aussi. À quoi? À la malchance de sa vie, au fait d'être arrivée chez un homme qui ne voulait pas d'elle. Jed se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors s'étendait la prairie nocturne, baignée par la lumière de la lune. Au loin, un coyote hurla, un son plaintif et prolongé. Ce son, qui d'habitude l'apaisait, lui parut solitaire ce soir-là. Demain, il faudrait aller voir Tommy et découvrir ce que diable il avait en tête. Pour l'instant, une femme nommée Evie, qui avait accepté d'épouser un inconnu pour un toit au-dessus de sa tête, vivait dans sa maison, et il n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire. Jed se réveilla à l'aube, attiré par une odeur de café. Du vrai café, pas la mixture amère qu'il préparait habituellement avec de vieux grains. L'arôme était riche, parfumé, comme lorsque quelqu'un sait manier une cafetière. Il enfila rapidement un pantalon et une chemise, et descendit. Dans la cuisine, Evie s'affairait comme si elle avait vécu dans cette maison toute sa vie. Une bouillie mijotait sur le poêle, une corbeille contenant quelque chose qui sentait. Les biscuits frais étaient posés sur la table. Et elle-même se tenait près de la fenêtre, contemplant la prairie matinale. « Bonjour », dit Jed, s'efforçant de garder une voix neutre. « Bonjour », répondit-elle en se retournant. « J'espère ne pas vous avoir réveillé. J'ai l'habitude de me lever tôt. »« Non, pas du tout. Je me lève aussi avec le soleil. »« Et ça, c'est quoi ?» Il désigna la corbeille. Evie rougit légèrement. « J'ai essayé de faire des biscuits. J'ai trouvé de la farine et du beurre, mais ils ne sont pas d'œufs, alors j'ai fait 100. Je ne sais pas si c'est réussi. » Jed en prit un et le goûta. Le biscuit était simple mais étonnamment délicieux, avec une douceur légère et une saveur épicée. C'est excellent. Qu'avez-vous mis dedans? J'ai trouvé du miel sauvage dans le garde-manger et un peu de cannelle. Vous avez de bonnes provisions, mais tout est dispersé. Jed s'assit à table, n'arrivant toujours pas à croire qu'il prenait son petit déjeuner avec quelqu'un. 8 ans de solitude créent une habitude difficile à briser. « Evie, » commença-t-il prudemment, « je dois aller voir un voisin. Celui qui, je pense, vous a commandé par la poste.
Voudriez-vous venir avec moi? Vous découvrirez les environs par la même occasion. Elle réfléchit en lui versant du café. Et ce voisin, sait-il que je suis arrivé? Pas encore. Mais il le saura bientôt. Dans des endroits comme celui-ci, les nouvelles voyagent vite. Alors je viendrai. Je suis curieuse de rencontrer l'homme qui a décidé d'arranger mon destin. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, plutôt de la curiosité. Jed se dit qu'à sa place, il serait probablement fou de rage. Après le petit déjeuner, ils attelèrent les chevaux à une petite carriole. Il aurait été inconfortable pour Evie de refaire le trajet sur la même selle. Le chemin jusqu'au ranch de Tommy dura environ 1 heure, par une route sinueuse entre les collines. Evie resta silencieuse la plupart du temps, observant attentivement le paysage. « C'est beau ici, dit-elle enfin. Différent de Chicago, mais beau. Ça vous plaît? Oui, il y a tellement d'espace. En ville, on se sent constamment à l'étroit entre les bâtiments, les gens, le bruit. Ici, on peut respirer. » Le ranch de Tommy McBride était plus grand que celui de Jed. Une vaste propriété avec une maison solide, une grande écurie et plusieurs bâtiments de ferme. Tommy était un bon gestionnaire et pouvait se permettre un certain luxe. Ils trouvèrent le propriétaire dans l'écurie, en train de panser un étalon bail. Tommy McBride était un homme d'une 40aine d'années, trapu, avec une barbe rousse et des yeux bleus rieurs. En voyant Jed et Evie, il afficha un large sourire. « Oh Jed, enfin de retour. Et voici, je suppose. Voici Evelyn Saunders, le coupa sèchement Jed. Et je crois que tu sais très bien qui c'est. » Le sourire de Tommy s'élargit encore. « Parfaitement. Madame McCrary, pour être précis. Ravi de faire votre connaissance, madame. Tommy McBride, à votre service. » Il retira galamment son chapeau et s'inclina. Evie lui rendit un léger hochement de tête. « Monsieur McBride, je suppose que c'est vous qui avez écrit à l'agence matrimoniale au nom de Monsieur McCrary. »« Coupable !» admit Tommy sans chercher à nier. « Et je suis prêt à expliquer mes motivations si vous m'en donnez l'occasion. Entrons dans la maison, ce sera plus confortable pour discuter. » Dans le salon spacieux de Tommy, ils s'installèrent autour d'une grande table. Le maître des lieux servit du whisky à lui-même et à Jed, et proposa du thé à Evie. « Tommy, » commença Jed, maîtrisant à peine son irritation. « Quelle diablerie as-tu manigancé? De quel droit as-tu écrit des lettres en mon nom? Le droit d'un ami qui ne supporte plus de te voir te transformer en sauvage, » répondit calmement Tommy. « Jed, tu as 32 ans. Tu vis seul dans ta maison, tu ne parles à presque personne. Tu manges n'importe quoi. Dans 10 ans, tu seras un ermite aussi bourru que le vieux Henderson du canyon lointain. Ce sont mes affaires. Et les miennes aussi, parce que tu es mon ami, et ce qui t'arrive m'importe. » Evie écoutait attentivement, sirotant de temps en temps son thé. Jed remarqua qu'elle ne semblait ni offensée, ni contrariée, mais plutôt intéressée. « Très bien, » dit Jed en faisant un effort pour se calmer. « Admettons que tu t'inquiétais pour moi. Mais pourquoi un mariage par correspondance? Et où as-tu trouvé $50 pour la compte? » Tommy hésita un instant. « J'ai emprunté les $50 à Frank Wilson. Lui aussi pense que tu as besoin d'une femme. Quant au mariage par correspondance, eh bien, tu ne te serais jamais décidé à chercher une épouse toi-même. Tu es trop timide pour ça. Je ne suis pas timide. Si tu l'es. Et fier et têtu comme une mule. Si je n'étais pas intervenu, tu aurais passé toute ta vie seule. » Jed voulut protester, mais réalisa que Tommy avait peut-être raison. L'idée de chercher activement une femme ne lui avait jamais sérieusement traversé l'esprit. Il lui semblait que cela nécessitait des qualités sociales qu'il ne possédait pas. « Mais vous auriez au moins pu me prévenir, » intervint Evie. « Je suis arrivé en m'attendant à rencontrer un homme qui m'attendait vraiment. Et à la place, vous avez rencontré un homme qui ne vous attendait pas, mais qui a plus besoin de vous qu'il ne le pense lui-même, » termina Tommy.
Je vous prie de m'excuser pour cette tromperie, madame. Mais parfois, les gens ont besoin d'un petit coup de pouce du destin. Un petit coup de pouce? Ricana Jed. Tu as falsifié ma signature. Je l'ai copiée. Pas falsifiée, copiée. Et je l'ai fait uniquement dans les meilleures intentions. Ils se turent. Dans la pièce, une horloge sur la cheminée faisait tic-tac. Et dehors, on entendait les voix des ouvriers du ranch. Et maintenant? Demanda doucement Evie. Monsieur McBride, avez-vous réfléchi aux conséquences de votre coup de pouce du destin? Tommy la regarda attentivement. J'y ai réfléchi, madame. Et, si vous me permettez une question personnelle, êtes-vous déçu de la tournure des événements? Evie resta silencieuse, regardant par la fenêtre les pâturages où paissaient les chevaux. Déçu n'est pas le mot, dit-elle enfin. Je m'étais préparée à une certaine situation et j'en ai rencontré une autre. Mais, elle se tourna vers Jed, je ne regrette pas d'être venue. Votre ami est un homme bon et un bon maître de maison. Et il a vraiment besoin de quelqu'un pour prendre soin de lui. Jed sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine à ces mots. Mais cela ne signifie pas que nous devons nous marier, ajouta-t-il rapidement. Bien sûr que non, acquiesça Evie. Le mariage est une affaire sérieuse. On ne peut pas le contracter uniquement pour des raisons pratiques. Pourquoi pas? S'étonna Tommy. La moitié des mariages dans le coin sont conclus pour des raisons pratiques. Les gens ont besoin de partenaires pour gérer une exploitation, élever des enfants, se soutenir mutuellement. L'amour, c'est merveilleux. Mais ça ne construit pas une maison et ça ne nourrit pas le bétail. L'amour peut venir plus tard, ajouta doucement Evie. Mais pour cela, les gens doivent se respecter. Et le respect, ça se mérite. Jed la regarda avec un intérêt nouveau. Il y avait dans ses paroles une sagesse qui le surprit. « Écoutez, » dit Tommy en se penchant en avant. « Et si vous essayez, tout simplement, sans vous presser, sans pression, vivez comme des voisins, apprenez à vous connaître. Si dans un mois ou deux, vous réalisez que vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre, vous vous séparerez. Et si vous vous entendez bien... » Tommy, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas, l'avertit Jed. C'est devenu mes affaires dès l'instant où j'ai envoyé cette lettre. Et je n'ai pas l'intention de laisser les choses en plan. Evie se leva et s'approcha de la fenêtre. Elle resta longtemps à regarder les pâturages où les chevaux broutaient paisiblement. Les hommes attendirent, n'osant pas interrompre ses réflexions. « J'ai une proposition, » dit-elle enfin, sans se retourner. « Jed, vous avez dit que je pouvais rester chez vous quelque temps. Et si nous le faisions, officiellement, pour 3 mois. Je m'occuperai de votre maison, je cuisinerai, j'aiderai à la ferme. Vous me fournirez le gîte et le couvert. Aucune obligation maritale, aucune contrainte. Juste une collaboration. Et dans 3 mois, nous déciderons de la suite. » Jed réfléchit à sa proposition. D'un point de vue pratique, elle était sensée. Il avait vraiment besoin d'aide à la maison. Et elle avait besoin de temps pour économiser de l'argent pour son avenir. Mais quelque chose dans cet arrangement commercial le dérangeait. Et si dans 3 mois, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre? Alors j'irai chercher du travail ailleurs. D'ici là, j'aurai un peu d'argent et l'expérience de la vie dans l'Ouest. Et si nous nous entendons bien? Evie se retourna et le regarda droit dans les yeux. Alors nous parlerons sérieusement de mariage. Un vrai mariage, basé sur le respect mutuel et l'affection. Tommy se frotta les mains de satisfaction. Excellente idée. Jed, es-tu d'accord? Jed hésitait. D'un côté, la proposition d'Evie semblait raisonnable. De l'autre, il avait peur de s'habituer à sa présence, pour ensuite se retrouver seul quand elle partirait. « D'accord, dit-il enfin, mais à une condition.
Si à un moment donné, l'un de nous souhaite mettre fin à cet arrangement, nous le ferons sans reproche ni rancœur. D'accord. Ils se serrèrent la main, comme pour sceller un accord commercial. Tommy sourit comme un chat satisfait. Parfait. Alors je me charge d'organiser une petite fête. Nous inviterons les voisins, présenterons Madame Saunders à la société locale. Pas de fête, dit rapidement Jed. Et pour l'instant, elle n'est pas Madame McCreary. Mais les documents de mariage sont officiels, fit remarquer Tommy. Nous nous occuperons des documents plus tard, trancha Jed. Sur le chemin du retour, ils restèrent silencieux. Chacun pensait à ce qui les attendait au cours des 3 prochains mois. Evie regardait que le paysage défilait, tandis que Jed la regardait furtivement, essayant de comprendre ce qu'il ressentait. « Jed, dit-elle soudain, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié? Vous avez 32 ans ou vous avez une maison, une exploitation? Il y a sûrement eu des jeunes femmes qui vous intéressaient. » Jed resta longtemps silencieux, cherchant ses mots. « Il y en a eu, admit-il enfin, mais ça ne s'est jamais fait. Soit ce n'était pas la bonne, soit les circonstances n'étaient pas les bonnes. Et puis je me suis habitué à vivre seul et j'ai décidé que c'était mieux ainsi. Et maintenant, je ne sais pas. Honnêtement, votre arrivée a tout chamboulé. » Evie sourit, un vrai sourire pour la première fois depuis leur rencontre. « Pour moi aussi. Je pensais épouser un fermier d'âge mûr qui me traiterait comme une employée. Et j'ai rencontré... » Elle s'interrompit. « Qui avez-vous rencontré? » Je ne sais pas encore, mais certainement pas ceux à quoi je m'attendais. Ils arrivèrent dans la cour du ranch, alors que le soleil déclinait. Jed aida Evie à descendre de la carriole, et un instant, leurs mains se touchèrent. Ils ressentirent toutes deux une étrange tension, comme si une étincelle était passée entre eux. « Je vais préparer le dîner, » dit rapidement Evie en retirant sa main. « Je vais m'occuper des chevaux, » répondit Jed. Dans l'écurie, il détela les chevaux sans se presser, pensant à la journée écoulée. 3 mois, c'était une longue période. En 3 mois, on pouvait apprendre beaucoup de choses l'un sur l'autre et ressentir beaucoup de choses. Il secoua la tête, chassant ses pensées. Il fallait être prudent. Evie était une gentille fille, mais elle n'était pas venue ici par amour. Elle cherchait que la sécurité et la stabilité, et lui, il ne savait pas lui-même ce qu'il cherchait. Quand il retourna à la maison, une odeur de viande grillée et d'épices flottait dans la cuisine. Evie était près du poêle, remuant quelque chose dans une poêle. Elle avait déjà changé sa robe de voyage pour une simple robe d'intérieur et noué autour de sa taille un tablier qu'elle avait trouvé dans le garde-manger. « Ça sent bon, dit-il. J'ai trouvé un peu de bœuf et des légumes dans vos provisions. J'ai décidé de faire un ragoût. Et cette odeur, c'est quoi? Une épice, du thym. Il pousse derrière la maison. Vous en avez tout un parterre. Apparemment, vous ne saviez pas ce que c'était. » Jed se sentit stupide. Pendant tout ce temps, des herbes qui auraient maintes pu rendre sa nourriture frugale bien plus savoureuse poussaient sous son nez. « Je ne m'y connais pas beaucoup dans ce domaine, » admit-il. « Ce n'est pas grave. Je vous apprendrai, si vous voulez. » Le dîner fut en effet délicieux, bien meilleur que tout ce que Jed s'était préparé ces dernières années. Ils mangèrent en discutant de questions pratiques, comment organiser au mieux la ferme, quelles provisions à s'acheter en ville, comment répartir les tâches. « Et vous gardez le bétail seul ?» demanda Evie. « La plupart du temps, oui. J'embauche parfois de l'aide pour la transhumance, mais en général, je me débrouille. C'est un travail difficile. On s'y habitue. Et vous, j'étais à Chicago, que faisiez-vous? » Je cousais. Je travaillais dans un atelier de couture, puis un peu à domicile, sur commande. J'aidais aussi ma tante à tenir la maison, elle avait une petite pension de famille. Vous savez donc gérer l'argent? Oui, je suis bonne en calcul et je sais planifier. Jed se dit que cela pourrait être très utile. Il n'avait jamais été très doué pour la comptabilité et achetait souvent ce dont il n'avait pas besoin, ou en mauvaise quantité. Après le dîner, Evie débarrassa la table et se mit à faire la vaisselle. Jed voulut l'aider.
mais elle refusa. « Nous nous sommes mis d'accord. Les tâches ménagères, ce sont ma part du travail. Mais vous n'allez pas tout prendre en charge d'un coup. » Ce n'était pas une charge. J'aime m'occuper de la maison. C'est gratifiant. Jed s'assit près du poêle avec une tasse de café et la regarda s'affairer dans la cuisine. Ses gestes étaient assurés, économes. Il était évident qu'elle savait vraiment tenir une maison. « Evie, dit-il soudain, ne regrettez-vous pas d'avoir accepté notre accord ?» Elle se retourna, s'essuyant les mains sur un torchon. « Pas pour l'instant. Et vous ? » ?»« Moi non plus, pour l'instant. » Elle sourit. « Alors, nous verrons bien demain ?» Quand Evie monta dans sa chambre, Jed resta longtemps assis près du poêle, écoutant ses pas à l'étage tandis qu'elle se préparait pour la nuit. La maison avait changé. Elle n'était plus aussi vide, plus aussi silencieuse. De nouveaux sons, de nouvelles odeurs, une nouvelle sensation de la présence d'une autre personne était apparue. Et cela lui plaisait, plus qu'il n'était prêt à l'admettre. La première semaine de leur vie commune passa étonnamment vite. Jed se réveillait avec l'odeur du pain frais et du café, prenait un petit déjeuner qui méritait vraiment ce nom, et non une simple façon de calmer sa faim. Evie se levait à 5 heures, et au moment où il descendait, elle avait déjà préparé le petit déjeuner, nourri les poules qu'ils avaient achetées en ville sur sa suggestion, et établi le programme de la journée. « Jed, » dit-elle un samedi matin, alors qu'il revenait de sa tournée matinale du bétail, « nous devons aller en ville pour les provisions, et aussi, je voudrais acheter du tissu pour des rideaux. » Jed leva les yeux de son assiette d'œufs et de bacon. En une semaine, il s'était habitué à ce que la nourriture chez lui soit délicieuse. Mais cela le surprenait encore à chaque fois. Des rideaux? Oui. Il n'y a aucun rideau dans la maison, et sans eux, c'est un peu impersonnel. Surtout le soir, quand on allume la lampe et qu'on sent l'obscurité derrière les fenêtres. Jed n'avait jamais pensé au confort. Pour lui, la maison était un endroit où manger, se laver et dormir. Et maintenant, Evie parlait de rideaux comme si c'était quelque chose d'important. Et combien ça coûterait? Pas grand-chose. J'ai vu du tissu simple à 20 cents le yard chez Olsen. 5 $ devraient bien te suffire pour toutes les fenêtres. 5 $ pour des rideaux semblait une extravagance à Jed. Mais il vit les yeux d'Evie s'illuminer en parlant. « D'accord, » accepta-t-il. « Achetons des rideaux. » En ville, ils furent accueillis par des regards curieux. En une semaine, la nouvelle que Jed McCrary avait une femme s'était enrichie de détails, dont la plupart n'avaient rien à voir avec la réalité. On disait qu'il correspondait secrètement avec elle depuis 2 ans, qu'elle était la fille d'un riche industriel de Chicago, qu'elle avait une énorme dot. « Bonjour, Madame McCreary », les salua Olsen, le propriétaire du magasin. « Comment trouvez-vous notre région ?»« Je l'aime beaucoup, Monsieur Olsen », répondit poliment Evie. « Et appelez-moi simplement Evie, s'il vous plaît. »« Avec plaisir. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui ?» Evie sortit une liste soigneusement rédigée. Jed fut surpris. Il ne faisait jamais de liste, se contentant de parcourir le magasin et d'acheter ce qui lui tombait sous la main. Farine, sucre, beurre, pêches en conserve, lisait-elle. Ah, et du tissu pour les rideaux. Quelque chose de simple mais joli. Olsen leur montra plusieurs échantillons. Evie choisit un tissu de couleur crème avec un petit motif floral, modeste mais charmant. Excellent choix, approuva Olsen. Ce tissu se lave bien et ne se décolore pas au soleil. Pendant qu'Evie choisissait les provisions et qu'Olsen emballait les achats, le shérif Davis, un homme âgé aux moustaches grises et au regard perçant, s'approcha de Jed. « Jed, je peux te parler un instant ?» Ils s'écartèrent. « Écoute, » dit Davis à voix basse, « je ne veux pas me mêler de tes affaires, mais je dois te prévenir. Hier, 2 étrangers sont venus en ville. Ils posaient des questions sur les nouveaux arrivants, surtout les femmes. Leur description correspondait à celle de ta femme. » Jed fronça les sourcils.
Quels étrangers? L'un grand et mince avec des moustaches noires, l'autre plus petit et costaud. Ils disaient chercher une parente, mais quelque chose ne m'a pas plu chez eux. Ils étaient trop insistants. Ont-ils donné un nom? Non, juste une description. Une jeune femme d'une vingtaine d'années, cheveux sombres, de Chicago. Je ne leur ai rien dit, mais d'autres ont pu parler. Jed regarda Ivy, qui discutait avec Olson. Elle semblait calme, mais il remarqua qu'elle jetait de temps en temps un regard autour d'elle, comme si elle sentait l'attention de quelqu'un. « Merci pour l'avertissement, Davis. Il prend ce soin d'elle, Jed, et de toi aussi. » Lorsqu'ils eurent chargé les achats dans la carriole et quitté la ville, Jed décida de parler à Ivy de sa conversation avec le shérif. « Ivy, je dois vous demander quelque chose. N'avez-vous dit à personne où vous alliez en quittant Chicago ?» Elle le regarda, surprise. « Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire. Avez-vous des ennemis? Des gens qui pourraient vous chercher ?» Ivy pâlit et serra plus fort ses mains. « Pourquoi demandez-vous cela ?» Jed lui raconta ce que le shérif lui avait dit. En l'écoutant, Ivy devint de plus en plus pâle. « Mon Dieu, » murmura-t-elle, « ils m'ont retrouvé. »« Qui ça, il ?» Ivy resta longtemps silencieuse, fixant la route devant eux. « C'est une longue histoire, » dit-elle enfin, et pas très agréable. « Nous avons le temps, et je dois savoir à quoi nous pourrions être confrontés. » Elle prit une profonde inspiration. « D'accord, mais attendons d'être à la maison. Je ne veux pas en parler sur la route. » Ils firent le reste du trajet en silence. Jed sentait que la tension émanant d'Ivy et sa propre anxiété grandissaient. Qui étaient ces gens? Pourquoi la cherchaient-ils? Et que se passerait-il s'ils la trouvaient? À la maison, Ivy se mit immédiatement à déballer les courses, comme pour s'occuper les mains et se calmer. Jed l'aida, puis ils s'assirent à la table de la cuisine, avec des tasses de café. « Voilà, » commença Ivy, le regard fixé sur sa tasse. « Ma tante Agnès, chez qui je vivais, n'était pas une femme ordinaire. Elle tenait une pension, c'est vrai, mais elle aidait aussi les gens à résoudre certains problèmes. » « Quels problèmes? » Divers. Parfois des femmes venaient de la voir pour échapper à des maris violents. Parfois des gens qui avaient des ennuis avec la loi, mais sans que ce soit de leur faute. Ma tante les aidait à disparaître, à trouver un nouvel endroit, une nouvelle vie. Jed commençait à comprendre où elle voulait en venir. Et quelqu'un la poursuivait pour ça? Pas elle, moi. Ivy leva les yeux. Avant de mourir, ma tante m'a donné une boîte avec des documents. Elle m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais remettre ses papiers au shérif. Il y avait des notes sur toutes les personnes qu'elle avait aidées et sur ceux dont elle les cachait. Et vous les avez remis? Oui, mais avant que le shérif ait pu faire quoi que ce soit, les ennuis ont commencé. Des hommes étranges sont venus chez moi, posant des questions sur ma tante, sur la boîte. L'un d'eux a même essayé de forcer la porte la nuit. Qu'avez-vous fait? J'ai brûlé toutes les copies des documents qui me restaient et j'ai décidé de partir le plus loin possible. Le mariage par correspondance m'a semblé le meilleur moyen de disparaître. Jed se renversa sur sa chaise, digérant ce qu'il venait d'entendre. Et maintenant, ces gens ont retrouvé votre trace. Apparemment, oui. La voix d'Ivy tremblait. Jed, je comprends que je vous ai mis dans une situation difficile. Si vous le voulez, je partirai tout de suite. Je ne veux pas que vous ayez des problèmes à cause de moi. Jed la regarda. Son visage pâle, ses mains si crispées, que ses jointures étaient nées blanches. Il regarda la jeune femme qui, en une semaine seulement, avait fait de sa maison un vrai foyer et de sa vie une vraie vie. « Vous n'irez nulle part, » dit-il fermement. « Nous allons régler ça ensemble. Mais, pas de mais. Vous êtes sous ma protection, Ivy, et je n'ai pas l'intention de vous abandonner. » Des larmes brillèrent dans ses yeux. « Merci, » murmura-t-elle.
Mais vous ne comprenez pas à quel point ces gens peuvent être dangereux. Alors expliquez-moi. Evie se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant dans la cour. L'un des hommes dont ma tante cachait les femmes est Michael Thorne. Il possède plusieurs maisons de jeux à Chicago et ailleurs. C'est un homme très influent, avec beaucoup d'argent et de relations. Et il n'a pas l'habitude que quelqu'un se mette en travers de son chemin. Et votre tante l'a fait. Elle a aidé sa femme à se cacher. La femme était venue la voir couverte de bleu, disant que son mari menaçait de la tuer. Ma tante l'a envoyée dans un autre État, l'a aidée à obtenir de nouveaux papiers. Et ce Thorne l'a découvert. Seulement après la mort de ma tante. Les documents que j'ai remis au shérif contenaient les détails de cette affaire. Thorne a compris que ma tante avait aidé sa femme à disparaître. Et maintenant, il cherche tous ceux qui pourraient maintenant savoir où elle se trouve. C'est-à-dire vous. Moi. Il pense que je sais où est sa femme, mais je ne le sais pas. Ma tante ne m'a jamais raconté les détails, précisément pour protéger ceux qu'elle aidait, et moi aussi. Jed se leva et s'approcha d'elle. Le crépuscule commençait à tomber, et leurs silhouettes se reflétaient dans la fenêtre. « Evie, regardez-moi. » Elle se retourna. Des larmes qu'elle retenait obstinément perlaient dans ses yeux. « Ce Thorne ne vous aura pas tant que je serai en vie, » dit Jed. « Je vous le promets. Mais que pouvons-nous faire contre un tel homme? Je ne sais pas encore. Mais nous trouverons quelque chose. » Elle le regarda longuement, comme pour évaluer si elle pouvait lui faire confiance. « Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi êtes-vous prête à risquer votre vie pour moi? Nous nous connaissons depuis à peine une semaine. » Jed réfléchit à sa question. En effet, pourquoi? Une semaine plus tôt, il était un fermier solitaire, préoccupé uniquement par son bétail et ses récoltes. Et maintenant, il était prêt à défendre une femme qu'il connaissait à peine contre des gens dangereux d'une grande ville. « Parce que c'est la bonne chose à faire, » dit-il enfin, « et parce que vous n'êtes pas indifférente. » Il prononça ces derniers mots doucement, presque inaudiblement, mais Evie les entendit. Ses joues rosirent légèrement. « Et vous ne m'êtes pas indifférent non plus, » murmura-t-elle. « Plus que vous ne le devriez. » Ils se tenaient très près l'un de l'autre. Jed sentait la chaleur qui émanait d'elle, le léger parfum floral de ses cheveux. Il eut envie de la serrer dans ses bras, de lui dire que tout irait bien, qu'il ne laisserait personne lui faire du mal. Mais au lieu de cela, il recula d'un pas. « Nous avons besoin d'un plan, » dit-il, s'efforçant de paraître pragmatique. « Demain, j'irai voir le shérif, je lui raconterai tout ce que vous m'avez dit. Peut-être pourra-t-il contacter la police de Chicago, savoir qui sont ces gens et ce qu'ils veulent. » « Et s'ils viennent ici, au ranch? »« Alors ils recevront un accueil digne de ce nom, » répondit Jed d'un air sombre. « J'ai un Winchester et un Colt, et je sais m'en servir. » Evie frissonna. « Je n'ai pas envie que ça se termine en fusillade. Moi non plus, mais s'il faut vous défendre, il le faudra. » Le soir, pendant le dîner, Evie était inhabituellement silencieuse. Jed voyait qu'elle était en proie à de sombres pensées. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il. « Au fait que je devrais peut-être partir. Je ne veux pas vous entraîner dans mes problèmes. C'est déjà fait, et ce n'est pas grave. Jed, et si ces gens sont vraiment dangereux, s'ils peuvent vous faire du mal, alors ils regretteront de s'en être pris à moi, » répondit-il sèchement. Evie le regarda attentivement. En une semaine, elle avait appris que sous l'apparence calme de Jed se cachait un caractère de fer. Il n'aimait pas beaucoup parler, mais s'il promettait quelque chose, il tenait parole. « Merci, » dit-elle doucement. « Pour tout. De ne pas m'avoir chassé le premier jour. De ne pas avoir eu peur de mes problèmes. De quoi? De m'avoir fait croire que tous les hommes ne sont pas des égoïstes ou des scélérats. » Jed sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine à ces mots.
Et vous m'avez fait croire qu'une maison peut être plus qu'un simple bâtiment, un endroit où l'on a envie de revenir. » Ils se regardèrent à travers la table, et quelque chose de nouveau flottait dans l'air entre eux, quelque chose qui n'existait pas encore le matin même, de la compréhension, de la confiance et autre chose encore, à quoi ils ne voulaient pas encore donner de nom. « Demain, j'irai en ville, » dit Jed. « Je parlerai à Davis, j'irai voir Tommy, il a eu affaire à des bandits de la ville par le passé. Il aura peut-être des conseils. Vous, restez à la maison. La porte verrouillée, le fusil à portée de main. »« Je sais tirer, » dit Evie à sa grande surprise. « Vraiment ? Ma tante m'a appris. » Elle disait qu'une femme doit savoir se défendre. C'était une femme sage, votre tante. Oui, et bonne. C'est dommage qu'elle ne soit plus là. Lorsqu'ils regagnèrent dans leurs chambres respectives, Jed ne parvint pas à s'endormir. Allongé dans son lit, il écoutait que les bruits de la maison. À l'étage, Evie marchait doucement, se préparant à dormir, ou elle aussi, incapable de trouver le sommeil. Il pensait à la rapidité avec laquelle sa vie avait changé. Une semaine plus tôt, il n'était qu'un fermier solitaire. Maintenant, il avait quelqu'un dont il fallait prendre soin, quelqu'un à protéger. Et curieusement, cela ne l'effrayait pas. Au contraire, pour la première fois depuis de nombreuses années, il sentait que sa vie avait un sens. Au fond de lui, il comprenait qu'il tombait amoureux d'Evie, de sa force tranquille, de sa façon de s'occuper de la maison, de sa vision du monde. Mais ce n'était pas le moment pour de telles pensées. L'important, maintenant, était de la protéger du danger. Et après? Après, on verrait. Jed fut réveillé par les aboiements trop insistants du chien du ranch voisin pour une heure aussi matinale. Il faisait encore nuit, l'aube y était encore à au moins 1 heure. Il resta allongé, à l'écoute des bruits de la nuit, essayant de comprendre ce qui avait alarmé l'animal. Puis, il entendit des pas prudents, furtifs, près de la maison. Jed se leva silencieusement, attrapa son colt et s'approcha de la fenêtre. La lune était presque pleine, et à sa lumière, il distingua 2 silhouettes sombres se déplaçant dans la cour. L'une grande et dégingandée, l'autre plus petite et plus trapue. La description exacte donnée par le shérif Davis. Son cœur s'accéléra. Ils avaient donc trouvé le chemin de son ranch. Jed ouvrit prudemment la porte de sa chambre et tendit l'oreille. À l'étage, tout était calme. Evie dormait probablement encore. Tant mieux, elle était en sécurité pour le moment. Il descendit et jeta un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine. Les étrangers faisaient le tour de la maison, cherchant manifestement le meilleur moyen d'entrer. Le grand montrait quelque chose à son partenaire, qui hochait la tête. Même dans la faible lumière de la lune, on voyait qu'ils étaient tous deux armés. Jed évalua la situation. Il pouvait essayer de les effrayer, de tirer en l'air pour les chasser. Ou il pouvait tenter de découvrir ce qu'ils voulaient et de régler le problème une bonne fois pour toutes. Il choisit la deuxième option. Faisant glisser silencieusement le verrou de la porte arrière, Jed se faufila dehors. L'air était frais. L'herbe sous ses pieds nus était humide de rosée. Il contourna la maison par le côté opposé, en s'efforçant de ne faire aucun bruit. Lorsque le grand étranger fut assez proche, Jed lui colla le canon de son colt sur la nuque. « Bonjour, messieurs, » dit-il à voix basse. « Vous cherchez quelque chose. » Le grand se figea, mais le second tenta de se retourner. Jed tourna légèrement le canon dans sa direction. « Je ne vous le conseille pas. » Les mains en l'air, tous les deux. Lentement, les hommes levèrent les mains. De plus près, ils correspondaient exactement à la description du shérif. L'un mince, avec des moustaches noires, l'autre trapu, au visage rude. « Monsieur McCreary, je présume, » dit le grand. Sa voix était désagréable, insinuante. « Je m'appelle Randy Clark, et voici mon partenaire, Frank Lowe. Nous sommes ici pour affaires. » À 4h du matin, votre notion de l'étiquette des affaires est intéressante. Nous sommes des gens occupés. Nous ne pouvons pas toujours nous en tenir aux horaires habituels. Je vois.
Et de quelles affaires s'agit-il? Nous cherchons une jeune femme, Evelyn Sanders. Nous avons des raisons de croire qu'elle se trouve chez vous. Et quelles affaires pourriez-vous avoir avec mademoiselle Sanders? Clark tourna légèrement la tête, essayant d'apercevoir Jed. Des affaires personnelles, monsieur McCreary. De famille, pour ainsi dire. Vous ne ressemblez pas à la famille de mademoiselle Sanders. Nous représentons les intérêts de son oncle. Il s'inquiète beaucoup pour sa nièce. Jed eut un petit rire. Quel oncle attentionné? Il envoie des hommes armés au milieu de la nuit pour prendre des nouvelles de sa nièce. Monsieur McCreary, la voix de Clark se durcit. Nous pouvons régler ça à l'amiable. Vous nous donnez la fille, nous partons, et personne n'est blessé. Tout le monde est content. Et si je ne veux pas régler ça à l'amiable, alors il y aura des problèmes. Pour vous, pour elle, pour tous ceux qui essaieront de se mettre en travers de notre chemin. À ce moment, un léger grincement de plancher se fit entendre à l'étage. Evie s'était réveillée. Jed jura intérieurement, maintenant, elle était elle aussi en danger. Écoutez-moi bien, dit-il doucement aux étrangers. Vous allez maintenant marcher lentement jusqu'à la route et repartir d'où vous êtes venus, et ne plus jamais vous montrer dans les parages. J'ai bien peur que ce ne soit impossible, répondit Clark. Nous avons un travail à terminer. Alors terminez-le ailleurs. Monsieur McCreary, vous ne comprenez pas à qui vous avez affaire. L'homme que nous représentons est très influent. Il n'a pas l'habitude qu'on lui dise non. Et moi, je n'ai pas l'habitude de recevoir des menaces, surtout sur mes propres terres. Clark se retourna lentement, malgré le pistolet pointé sur lui. Vous faites une erreur. Nous pouvons revenir avec des renforts. Vous pouvez toujours essayer. Vous avez jusqu'à demain soir pour réfléchir. Après ça, quoi? Clark eut un sourire désagréable. Après ça, nous agirons de manière moins délicate. Une lumière s'alluma dans la maison. Evie avait allumé une lampe. Jed sentit la tension dans l'air s'épaissir encore. « Partez, dit-il, tout de suite. » Les étrangers se dirigèrent lentement vers la route. Jed les suivit à distance, sans baisser son arme. À la lisière de la forêt, leurs chevaux les attendaient. « Au revoir, monsieur McCreary, » dit Clark en montant en selle. « J'espère que vous serez plus coopératif demain soir. » Ils disparurent dans l'obscurité. Jed resta quelques minutes au bord de la route, écoutant le bruit des sabots, puis retourna à la maison. Evie l'attendait dans la cuisine. Elle était en chemise de nuit, un châle de laine sur les épaules. Elle tenait un fusil à la main. Elle avait dû entendre les voix et se préparer au pire. « C'était eux » demanda-t-elle doucement. « Oui, les hommes de Thorn. Que voulaient-ils? À votre avis, vous emmenez. » Evie s'assit sur une chaise. Le fusil glissa de ses mains. « Que leur avez-vous dit? » Je leur ai dit de ficher le camp. Je leur ai donné jusqu'à demain soir. Et après, Jed s'assit en face d'elle. Après, on verra. Mais je ne vous livrerai pas si facilement. Jed, vous ne comprenez pas. Si cet homme les a vraiment envoyés, il n'abandonnera pas. Pour des gens comme lui, peu importe le sang versé, du moment qu'ils obtiennent en ce qu'ils veulent. Alors il devra verser plus de sang qu'il ne le pense. Evie le regarda avec désespoir. Pourquoi? Pourquoi risquez-vous votre vie pour moi? Je ne suis personne pour vous. Une femme de passage apparue dans votre vie par erreur. Jed tendit la main et couvrit les siennes. Vous n'êtes pas une erreur, Evie. Et vous n'êtes personne. En 2 semaines, vous êtes devenue une partie importante de ma vie. Mais, écoutez-moi. Sa voix était douce mais ferme. J'ai vécu 32 ans en pensant que la solitude me suffisait, que je n'avais besoin de personne. Et puis vous êtes arrivé, et tout a changé. La maison est devenue un foyer, pas seulement un bâtiment. La nourriture est devenue savoureuse. Le matin, il y avait une raison de se lever autre que pour nourrir le bétail.
Evie le regardait avec de grands yeux écarquillés. Je suis tombé amoureux de vous, Evie. Je ne le voulais pas, je ne l'avais pas prévu, mais c'est arrivé. Et maintenant, je ne peux plus imaginer ma vie sans vous. Les mots se restèrent en suspens. Evie garda le silence si longtemps que Jed commença à regretter sa confession. Peut-être était-ce trop tôt, peut-être ne ressentait-elle pas la même chose. « Et je suis tombée amoureuse de vous, » dit-elle enfin doucement. « Je ne le voulais pas non plus, je ne l'avais pas prévu. Je suis venue ici en quête de sécurité, et j'ai trouvé ce que je ne savais même pas que je cherchais. » Jed sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, un mélange de bonheur et de peur. Maintenant, il avait quelque chose à perdre, et cela rendait la menace encore plus effrayante. « Qu'allons-nous faire ?» demanda Evie. « Je ne sais pas encore. Il faut réfléchir, demander conseil. J'ai une idée, mais elle est scellée dangereuse. »« Quelle idée ?» Jed se leva et s'approcha de la fenêtre. Le ciel à l'est commençait déjà à pâlir. L'aube approchait. On pourrait essayer de contacter ce Thorne directement. Lui expliquer que vous ne savez rien de l'endroit où se trouve sa femme. Il ne me croira pas. Alors, on pourrait lui proposer un marché. Quel marché? Je ne sais pas encore. Mais nous trouverons quelque chose. Evie se leva et s'approcha de lui. Elle se tint si près qu'il sentait la chaleur de son corps. Et si ça ne marche pas? S'il veut quand même m'emmener? Jed la serra dans ses bras. Pour la première fois depuis leur rencontre, il la serra vraiment, fermement, de manière protectrice. Alors nous trouverons un autre moyen. Nous partirons d'ici s'il le faut. Nous commencerons une nouvelle vie ailleurs. Vous seriez prêt à abandonner votre ranch, pour moi? Oui, le ranch n'est qu'un lieu. Ma maison est là où vous êtes. Evie enfouit son visage dans sa poitrine. Jed sentit ses épaules trembler. J'ai peur, murmura-t-elle. Pas pour moi, pour vous. Je ne veux pas qu'il vous arrive quelque chose à cause de moi. Il ne m'arrivera rien, je vous le promets. Ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas garantir. Alors je promets de faire très attention pour qu'il ne m'arrive rien. Evie laissa échapper un petit rire à travers ses larmes. C'est déjà mieux. Ils restèrent enlacés dans le silence de l'aube. Dehors, le monde s'éveillait lentement. Les oiseaux se mirent à chanter. Un cheval hennit quelque part. Les grillons se firent entendre. Des bruits ordinaires d'un matin ordinaire. Mais tout semblait différent après la visite nocturne. « Que faisons-nous aujourd'hui » demanda Evie. « Aujourd'hui, j'irai voir Tommy, je lui raconterai ce qui s'est passé. Puis le shérif. Peut-être pourra-t-il envoyer un télégramme à Chicago, en savoir plus sur ce Thorne. Et moi, vous resterez ici. La porte verrouillée, le fusil à portée de main. Si vous voyez un étranger, tirez d'abord. Posez les questions ensuite. Je ne suis pas sûr de pouvoir tirer sur un homme. Vous le pourrez, s'il le faut. Vous avez assez de force de caractère. » Ils préparèrent le petit déjeuner ensemble, en silence, chacun perdu dans ses pensées. Evie faisait frire les œufs, Jed préparait le café. Des gestes simples et familiers, mais qui semblaient particulièrement importants ce matin-là, peut-être les derniers moments de calme qu'ils partageraient. « Jed » dit Evie alors qu'ils s'asseyirent pour manger. « Je veux que vous sachiez, quoi qu'il arrive, je ne regrette pas d'être venu ici. Et moi, je ne regrette pas que Tommy ait envoyé cette lettre. Même avec tous ces ennuis, surtout avec eux. Les ennuis passeront, mais l'amour restera. » Après le petit déjeuner, Jed sella son cheval et se prépara à partir pour la ville. Il attacha son Winchester à la selle, glissa son colt à sa ceinture. Evie l'accompagna jusqu'à la cour. « Soyez prudent, dit-elle. Vous aussi. S'il se passe quelque chose, tirez 3 coups en l'air. J'entendrai et je reviendrai. Et si vous n'êtes pas là, je serai là. » Je n'irai pas loin. Il se pencha
et l'embrassa. Le premier vrai baiser depuis leur rencontre. Evie lui rendit son baiser, et dans cette réponse, il y avait tout son amour, toute sa gratitude, tout son espoir pour l'avenir. « Je reviendrai », promit Jed. « Je reviendrai, c'est sûr. » Il prit la route vers le ranch de Tommy, tandis qu'Evie resta dans la cour à le regarder s'éloigner jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière une colline. Puis elle rentra dans la maison, ferma tous les verrous et s'assit près de la fenêtre, son fusil sur les genoux. L'attente durerait jusqu'au soir, mais qui savait si les hommes de Thorn attendraient l'heure convenue ou s'ils décideraient d'agir plus tôt. Quoi qu'il en soit, elle était prête à les accueillir dignement. Jed lui avait appris non seulement à aimer, mais aussi à se battre pour cet amour. Tommy écouta le récit de Jed en silence, fronçant les sourcils de temps à autre et secouant la tête. Quand son ami eut terminé, il se versa un whisky et le but d'un trait. « Bon sang, Jed, dans quoi je t'ai embarqué ?» marmonna-t-il. « Si j'avais su que cette fille avait de tels problèmes, tu ne pouvais pas savoir, et je ne t'en veux pas. Mais maintenant, il faut décider de ce qu'on va faire. » « Tu es sûr que ces deux-là sont vraiment envoyés par Thorn? Peut-être que ce sont juste des bandits qui cherchent à profiter de la situation. » Les a reconnus d'après la description. Elle dit que l'un d'eux était déjà venu la voir à Chicago pour poser des questions sur sa tante. Tommy se leva et se mit à arpenter la pièce. « Tu sais, j'ai entendu parler de ce Thorn. C'est un type vraiment sérieux. Il a des relations bien au-delà de Chicago. S'il a envoyé des hommes se chercher ton Evie, il ne lâchera pas l'affaire si facilement. Que proposes-tu? » Plusieurs options. La première, emmener la fille loin d'ici. En Californie, par exemple, ou en Oregon. Là-bas, elle pourra se faire oublier. Et moi? Tu iras avec elle? Vous commencerez une nouvelle vie. Jed réfléchit. L'option était séduisante, mais il avait son ranch, son bétail, toute sa vie ici. La deuxième option? Essayer de négocier avec Thorn. Le convaincre que la fille ne sait rien. Evie a déjà dit qu'il ne la croirait pas. C'était... Alors, la troisième option, dit Tommy en s'arrêtant pour regarder son ami. Leur livrer bataille. J'ai 3 gars fiables, tous de bons tireurs. Plus toi, plus moi. 5 contre 2. On a de bonnes chances. Et s'ils reviennent avec des renforts, alors on improvisera. Jed se leva et s'approcha de la fenêtre. Dans le pâturage, les chevaux de Tommy broutaient paisiblement. De belles bêtes bien entretenues. Une vie ordinaire et tranquille qui pouvait s'arrêter dès aujourd'hui. Il y a une autre option, dit-il lentement. J'y ai pensé tout le long du chemin. Laquelle? Livrer Evie à ses hommes. Tommy le dévisagea. Tu es devenu fou? Écoute-moi. On organise une fausse livraison. On fait semblant que j'ai accepté de la leur donner. Et on leur tente une embuscade. Et qu'est-ce que ça donnera? La possibilité de les prendre vivants, de découvrir ce que Thorn veut exactement, d'essayer de négocier directement avec lui. Tommy se frotta la barbe, pensif. C'est risqué. Et si quelque chose tourne mal, alors on tirera. Mais ça vaut le coup d'essayer. Et Evie, elle sera d'accord avec un tel plan? Je ne sais pas. Mais sans elle, le plan ne fonctionnera pas. Ils discutèrent des détails pendant encore une demi-heure, puis Jed se rendit chez le shérif Davis. Celui-ci l'écouta d'un air sombre. « C'est une mauvaise affaire, Jed, dit-il. J'ai déjà envoyé un télégramme à Chicago pour me renseigner sur ce Thorn. La réponse est arrivée il y a 1 heure. » Davis sortit un papier de son bureau et le tendit à Jed. « Lise par toi-même. » Le télégramme était bref. Michael Thorn, propriétaire de maisons de jeux et d'établissements publics. Suspecté de liens avec des groupes criminels. Extrêmement dangereux. Aucune accusation formelle. A des protecteurs influents. Compris, dit Jed en rendant le papier. Inutile de compter sur l'aide de la loi, donc. J'ai bien peur que non. Officiellement qu'il est blanc comme neige. Et ces hommes, on ne peut les arrêter que si on les prend en flagrant délit.
Et s'ils essaient d'emmener Evie de force, alors ce sera un enlèvement, et je pourrai les arrêter. Mais pour ça, il faut des preuves ou des témoins. Jed exposa son plan au shérif. Davis l'écouta attentivement. « C'est bien pensé, dit-il enfin. Mais si quelque chose tourne mal, il pourrait y avoir une effusion de sang. Avons-nous le choix? Probablement pas. D'accord, je soutiens ton plan. J'ai 2 adjoints, ils savent tirer et tenir leur langue. Merci, shérif. Souviens-toi juste, si la fusillade éclate, ne tirez pas pour tuer. Des bandits si morts ne nous servent à rien, vivants. Ils sont bien plus utiles. Jed rentra chez lui en milieu de journée. Evie l'accueillit à la barrière. Elle avait dû surveiller la route toute la matinée. Alors, avez-vous appris quelque chose? Jed lui raconta ses conversations avec Tommy et le shérif. Quand il en vint à son plan, Evie pâlit. « Vous voulez m'utiliser comme appât? » Pas exactement. Nous voulons les attirer dans un piège. Et si quelque chose tourne mal? S'ils arrivent quand même à m'emmener? Ça n'arrivera pas. Je vous le promets. Evie resta longtemps silencieuse, regardant ses mains. N'y a-t-il pas un autre moyen? Si. Nous pouvons partir d'ici, tout de suite, sans attendre ce soir. Et fuir toute notre vie? C'est possible. Et votre ranch, toute votre vie ici? Jed prit ses mains dans les siennes. Evie, ma vie est maintenant là où vous êtes. Le ranch n'est qu'un lieu. Non, dit-elle en secouant fermement la tête. Je ne les laisserai pas détruire ce que vous avez construit pendant des années. Si vous pensez que votre plan peut fonctionner, essayons. Vous êtes sûr? Oui, mais à une condition. Laquelle? Si quelque chose tourne mal, vous ne risquerez pas votre vie pour moi. Promettez-le. Je ne peux pas promettre une chose pareille. Alors je n'accepterai pas le plan. Jed la regarda dans les yeux. Il y vit de la peur, mais aussi de la détermination. D'accord. Je promets d'être prudent. Ce n'est pas suffisant. Je ne peux pas promettre plus, et vous le savez. Evie soupira. Je le sais, et j'ai peur quand même. Moi aussi j'ai peur, mais parfois qu'il faut prendre des risques pour avoir une chance d'être heureux. Ils passèrent pas le reste de la journée à se préparer. Jed montra à Evie où se cacheraient Tommy et ses hommes, où se posterait le shérif avec ses adjoints, comment devait se dérouler la fausse livraison. Le plan semblait simple, mais Jed savait que dans la réalité, tout pouvait être bien plus compliqué. Vers le soir, Tommy arriva au ranch avec 3 cow-boys, suivis du shérif Davis et de ses 2 adjoints. Tous s'armèrent mais étaient pris en position autour de la maison. Jed et Evie restèrent à l'intérieur, attendant l'arrivée des hommes de Thorn. « Vous pensez qu'ils viendront ?» demanda Evie. « Certainement. Ce genre de personne n'a pas l'habitude qu'on leur dise non. Et s'ils commencent à tirer tout de suite? Alors nos hommes riposteront. Nous sommes plus nombreux, et nous connaissons mieux le terrain. » Evie s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. « Je ne les vois pas, vos hommes. Et vous ne devez pas les voir. Tommy sait ce qu'il fait. Le soleil se couchait derrière les collines, peignant le ciel en rouge. Un silence régnait, seulement troublé par le chant des oiseaux et le lointain beuglement du bétail. Jed appela doucement Evie. « Quoi qu'il arrive, sachez que je vous aime. » Et moi aussi je vous aime. Plus que ma propre vie. Ils s'enlacèrent, debout près de la fenêtre dans les rayons du soleil couchant. C'était peut-être leur dernier moment de calme. À 8h30, on entendit un bruit de sabots. Jed jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit 2 cavaliers s'approcher de la maison. Ils sont là, Evie prit une profonde inspiration. Alors, on commence. Jed prit son fusil et sortit sur le porche. Evie se tenait dans l'embrasure de la porte derrière lui, de manière à être visible mais à pouvoir se cacher rapidement dans la maison. « Bonsoir, monsieur McCreary. »
l'interpella Clark en s'arrêtant à quelques pas du porche. « J'espère que vous avez pris la bonne décision. »« Peut-être, » répondit Jed. « Mais d'abord, je veux éclaircir quelque chose. »« Quoi donc ? » ?»« Qu'arrivera-t-il à la jeune femme si je vous la donne ? » ?»« Elle sera conduite à un homme qui veut lui parler. Si la conversation se passe bien, elle pourra reprendre sa vie. Et si ça se passe mal ? » Clark haussa les épaules. « Alors elle devra rester chez son nouveau maître jusqu'à ce qu'elle se souvienne de ce qu'elle a oublié. » « Compris. Et moi, qu'est-ce que j'y gagne ? Vous, rien ne vous arrivera. Vous pourrez continuer à vivre tranquillement. Offre est alléchante. Mais j'ai une contre-proposition. » « Laquelle ?» Jed fit un pas en avant. « Et si vous faisiez simplement demi-tour et que vous partiez ? Pour toujours. » Clark se mit à rire. « J'ai bien peur que ce ne soit impossible. Nous avons des ordres. Alors essayons autrement. » Jed leva son fusil et visa Clark. Les mains en l'air, tous les deux, les hommes de Thorn portèrent la main à leurs armes. Mais à cet instant, des canons apparurent de tous côtés. Tommy et ses hommes, le shérif et ses adjoints, tous prirent les bandits en joue simultanément. « Je ne vous le conseille pas, » cria Tommy. « Vous êtes 7 contre 2. » Clark leva les mains, son partenaire suivit son exemple. « Bien joué, monsieur McCreary, dit Clark. Mais vous comprenez que l'affaire ne s'arrêtera pas là ? » « On verra, répondit Jed. Le shérif s'approcha et désarma les bandits. « Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'enlèvement, annonça-t-il. « Vous n'avez aucune preuve, objecta Clark. Nous avons des témoins qui ont entendu vos menaces. Quelles menaces ? Nous ne faisions que discuter. Jed s'approcha. « Écoute-moi bien, Clark. Tu vas maintenant écrire une lettre à ton patron. Tu lui expliqueras que la fille ne sait vraiment rien de l'endroit où se trouve sa femme, et tu lui demanderas de la laisser tranquille. Il ne me croira pas. Il te croira si tu l'expliques correctement. Et qu'est-ce que j'y gagne ? Tu y gagnes la vie. Parce que si ton patron envoie quelqu'un d'autre, je ne serai pas aussi clément. » Clark regarda les hommes armés qui l'entouraient, et décida apparemment qu'il était inutile de discuter. « D'accord, j'écrirai la lettre. Homme intelligent. » Une heure plus tard, la lettre était écrite et envoyée par la diligence postale. Le shérif emmena Clark et son partenaire à la prison de la ville. Ils y resteraient quelques jours, en attendant une réponse de Chicago. Tommy et ses hommes repartirent également, après avoir souhaité bonne chance. « Tu penses que ça va marcher ?» demanda-t-il à Jed en partant. « Je ne sais pas, mais ça valait le coup d'essayer. Et si ça ne marche pas, alors on avisera. » Quand tout le monde fut parti, Jed et Ivy se retrouvèrent seuls. Ils étaient assis sur le porche, regardant les étoiles. « Que pensez-vous qu'il va se passer maintenant ?» demanda Ivy. « Je ne sais pas. Peut-être que Thorn comprendra que vous ne lui êtes d'aucune utilité. Ou peut-être qu'il enverra de nouveaux hommes. Et s'il en envoie, alors nous serons prêts à les accueillir. Jed, ne devrions-nous pas partir finalement, avant qu'il ne soit trop tard ?» Jed prit sa main. « Voulez-vous partir ? Je ne sais pas. D'un côté, c'est dangereux ici, de l'autre, c'est notre maison, notre chez nous. » « Notre maison, » répéta Jed. « J'aime la façon dont ça sonne. » Evie se blottit contre son épaule. « Moi aussi, j'aimerais que nous puissions vivre ici tranquillement, sans peur. Peut-être que ce sera possible. Attendons la réponse de Chicago. Et s'il n'y a pas de réponse, il y en aura une. Ce genre de personne répond toujours. La seule question est de savoir quelle sera la réponse. » Ils restèrent assis, enlacés, sous le ciel étoilé. Dans l'obscurité, une chouette ululait. Une horloge faisait tic-tac dans la maison. Le vent faisait bruire l'herbe. Des bruits ordinaires d'une nuit ordinaire.
Mais ils savaient tous les deux que cette nuit pourrait être un tournant dans leur destin. La réponse de Chicago arriva 5 jours plus tard. Le shérif Davis apporta personnellement le télégramme au ranch et à son visage, Jed comprit immédiatement que les nouvelles étaient bonnes. « Lise », dit Davis en lui tendant la feuille jaune. Jed déplia le télégramme. Thorne accepte de cesser les recherches d'Evelyn Sanders. Condition, qu'elle ne réapparaisse plus à Chicago. Ses hommes ont reçu l'ordre de quitter le territoire. Affaire classée. « Ce n'est pas possible, » murmura Evie en lisant par-dessus l'épaule de Jed. « Il va vraiment nous laisser tranquilles. » « On dirait bien, » répondit le shérif. « Apparemment, ton plan avec la lettre a fonctionné, Jed. Clark a vraiment réussi à convaincre son patron. Ou peut-être que Thorne a simplement compris que le jeu n'en valait pas la chandelle, » suggéra Jed. « Envoyer des hommes à travers la moitié du pays pour l'espoir fantomatique de retrouver sa femme, c'est trop cher. » « Quoi qu'il en soit, l'important, c'est le résultat, » dit Evie. « Alors, nous sommes libres ?»« Libres, » confirma le shérif. « Quant à Clark et son partenaire, je les relâche demain matin. Qu'ils retournent d'où ils viennent. » Quand Davis fut parti, Jed et Evie se retrouvèrent seuls avec cette nouvelle qui changeait tout. Plus besoin de regarder par-dessus son épaule, de se cacher, de garder une arme à portée de main. Il pouvait simplement vivre. « J'ai du mal à y croire, » dit Evie en s'asseyant sur les marches du porche. « Pendant 2 semaines, nous avons eu peur, nous nous sommes préparés au pire. Et maintenant, nous pouvons penser à l'avenir, » termina Jed en s'asseyant à côté d'elle. « À quel avenir ?» Jed se tourna vers elle. « Evie, notre accord de 3 mois n'est pas encore terminé, mais je veux vous proposer autre chose. » « Quoi donc ? Un vrai mariage. Pas celui des documents falsifiés par Tommy, mais un mariage d'amour, de notre plein gré. » Evie le regarda avec de grands yeux écarquillés. « Vous me demandez en mariage. » « Oui, maladroitement, sans doute, mais de tout mon cœur. »« Et la bague ?» Jed fut décontenancé. « Quelle bague ? Une alliance. » « Ne faut-il pas une bague pour une demande en mariage ? » ?»« Si, il en faut une, » admit-il, « mais je n'en ai pas. »« Alors ça ne compte pas, » dit sérieusement Evie. Jed sentit son cœur sombrer. Est-ce qu'elle refusait ? Mais, continua Evie, retenant à peine un sourire, « je suis prête à attendre que vous trouviez une bague. » « Vous acceptez, donc ? » « J'accepte, » dit-elle doucement. « Bien sûr que j'accepte. » Jed la serra dans ses bras et la fit tournoyer dans la cour. Evie riait. Ses cheveux volaient au vent, et à cet instant, tout semblait possible. « Quand ?» demanda-t-il en la reposant. « Quand vous aurez trouvé la bague. Alors allons en ville tout de suite. Il est déjà tard. Le magasin est fermé. Nous irons demain. »« Je ne veux pas attendre demain. »« Patientez, » rit Evie. « Je ne vais pas m'enfuir. » Mais le lendemain matin, en arrivant dans ville, ils découvrirent qu'il n'y avait pas d'alliance dans le magasin d'Olsen. « Désolé, » dit le propriétaire en écartant les bras. « La demande pour ce genre d'article est faible. Je peux en commander de Denver, mais ça prendra 2 semaines. » « 2 semaines ?» s'attrista Jed. « Peut-être y a-t-il autre chose, » suggéra Evie. « Ce n'est pas obligé d'être une alliance. » Olsen réfléchit. « J'ai un petit quelque chose. Un chercheur d'or me l'a laissé en paiement d'une dette. Il sortit une petite boîte dessous le comptoir. Voilà, regardez. Dans la boîte se trouvait une simple bague en argent avec une petite pierre turquoise. « C'est joli, » dit Evie en l'essayant. « Et c'est juste ma taille. »« Combien ?» demanda Jed. « Pour vous, dites $10. »« Je la prends. »« Jed, c'est trop cher, » protesta Evie. « Et rien n'est trop cher pour ma fiancée, » déclara-t-il solennellement. En sortant du magasin, ils se dirigèrent vers l'église. Le pasteur Martin, un homme âgé et bienveillant, fut ravi de les voir. « Jed, Evelyn, vous vous êtes enfin décidés ? »« Oui, pasteur. Pouvez-vous nous marier ?
Avec plaisir, mais il faut des témoins. Qui pourrions-nous prendre comme témoins? Demanda Evie. Tommy, bien sûr, répondit Jed, et Madame Olsen, si elle est d'accord. 1 heure plus tard, une petite assemblée se réunit dans la modeste église de Cedar Creek. Tommy rayonnant de fierté pour son rôle d'entremetteur. Madame Olsen, sanglotant d'émotion. Quelques voisins qui avaient entendu parler du mariage et étaient montés venus féliciter les mariés. Le pasteur Martin ouvrit sa Bible et commença la cérémonie. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis ici pour unir ces 2 personnes par les liens sacrés du mariage. Jed écoutait les paroles familières en regardant Evie. Elle portait sa plus belle robe, bleu foncé avec un col blanc. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Et elle tenait à la main un bouquet de fleurs des champs qu'elle avait cueillis sur le chemin de l'église. Simple, mais magnifique. Jedediah Thomas McCreary, prononça le pasteur. Consentez-vous à prendre Evelyn Rose Sanders pour légitime épouse, à l'aimer et à prendre soin d'elle dans la joie et dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je le consens, répondit fermement Jed. Evelyn Rose Sanders, consentez-vous à prendre Jedediah Thomas McCreary pour légitime époux, à l'aimer et à prendre soin de lui dans la joie et dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le consens, dit clairement Evie. Les anneaux, s'il vous plaît. Jed passa la bague à la turquoise au doigt d'Evie, et elle lui passa un simple anneau d'or qu'elle avait acheté en secret dans le même magasin. Par le pouvoir qui m'est conféré par Dieu et par la loi du territoire du Colorado, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Jed embrassa Evie sous les applaudissements et les félicitations de l'assemblée. C'était leur 2e baiser, mais le premier en tant que mari et femme. Après la cérémonie, tout le monde se rendit au saloon, le fer à cheval doré, pour célébrer l'événement. Le propriétaire offrit une tournée générale, un événement rare. Aux jeunes mariés, leva son verre Tommy. Puissent-ils être heureux pendant de longues années? À l'amour, ajouta Madame Olsen. À la nouvelle famille de notre ville, cria quelqu'un dans la foule. Evie était assise à côté de Jed, qui n'arrivait pas à croire que tout cela était réel. 1 mois plus tôt, il était un fermier solitaire, et maintenant, il était un homme marié, et un homme marié heureux. « À quoi pensez-vous, Madame McCreary » demanda-t-il doucement. « À la façon étrange dont la vie se déroule, » répondit-elle. « Je suis venu ici en quête de sécurité, et j'ai trouvé l'amour. Et moi je pensais n'avoir besoin de personne, et il s'est avéré que ma vie était incomplète sans vous. Vous ne regrettez rien? De quoi? De votre liberté de célibataire. » Jed se mit à rire. « Quelle liberté! Je vivais comme un sauvage, je mangeais n'importe quoi, ma maison ressemblait à une grange. Maintenant, j'ai un vrai foyer et une vraie famille. Une famille de 2 personnes. Pour l'instant, dit Jed d'un ton significatif. Evie rougit. Monsieur McCreary, vous êtes bien présomptueux. Madame McCreary, je suis simplement optimiste. La fête se prolongea tard dans la soirée. Lorsque les jeunes mariés rentrèrent enfin chez eux, les étoiles brillaient déjà dans le ciel noir. « Il y a à la maison, dit Evie en descendant de la carriole. Comme c'est bon à entendre, notre maison, notre terre, notre vie, ajouta Jed. Ils se tinrent enlacés dans la cour du ranch, regardant les étoiles. Au loin, un coyote hurla, mais ce son ne semblait plus solitaire. Au contraire, il faisait partie de la grande symphonie de la prairie qui entourait leur foyer. « Evie, dit Jed, je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive à l'avenir, ce jour est le plus heureux de ma vie. »« Et de la mienne aussi, » répondit-elle doucement. Qui aurait cru qu'une erreur dans une lettre mènerait à un tel bonheur? Ce n'était pas une erreur, c'était le destin. Vous croyez au destin?
Maintenant, oui, parce que seul le destin pouvait vous amener à moi. Ils s'embrassèrent sous le ciel étoilé du Far West, deux personnes qui s'étaient trouvées malgré toutes les circonstances. Jed et Evie McCreary, mari et femme, commençaient un nouveau chapitre de leur vie. À la maison, des lampes allumées, un foyer chaleureux et un avenir plein d'espoir les attendaient. En un mois, le petit ranch de la vallée s'était transformé d'un repère de célibataires en un véritable foyer familial. Des rideaux aux fenêtres, des fleurs près du porche, une odeur de pâtisserie dans la cuisine. « Vous savez à quoi je pense ?» dit Evie en entrant dans la maison. « À quoi ?»« Que Tommy mérite le plus grand des cadeaux pour avoir écrit cette lettre. »« D'accord. Et qu'est-ce qu'on lui offre ?»« On l'invitera à dîner tous les dimanches, et on lui trouvera une bonne épouse. » Jed se mit à rire. « J'ai bien peur que la deuxième tâche soit plus difficile que la première. On verra, j'ai des idées. » Ils montèrent que l'escalier jusqu'à leur chambre, désormais leur chambre commune. Sur la commode, deux bougies qu'Evie avait allumées le matin avant de partir en ville étaient allumées. La lumière chaude dansait sur les murs, créant une atmosphère intime et confortable. « Oui, Madame McCreary, dit Jed en embrassant sa femme sur le front. Bienvenue dans votre nouvelle vie. »« Monsieur McCreary, répondit Evie en enlaçant son mari. Merci d'avoir rendu cette vie possible. Dehors, le vent faisait bruire l'herbe. Des vaches meuglaient quelque part. Une horloge faisait tic-tac sur la cheminée. Les sons du confort domestique, les sons du bonheur familial. Et en ville, au saloon. Le fer à cheval doré, Tommy McBride finissait son whisky en pensant que son plan avait mieux réussi qu'il n'aurait pu l'imaginer. Jed avait trouvé le bonheur. Evie avait trouvé un foyer. Et lui-même éprouvait la satisfaction du travail bien fait. Peut-être que je devrais me trouver quelqu'un, moi aussi, pensa-t-il en regardant les étoiles par la fenêtre du saloon. L'idée lui parut tout à fait raisonnable. Mais c'était une autre histoire. L'histoire de Jed et d'Evie, elle, ne faisait que commencer. Une histoire d'amour née d'un hasard, renforcée par les épreuves et épanouie sous les étoiles du Far West. L'histoire qui prouve que, parfois, les meilleures choses de la vie arrivent quand on ne les attend pas du tout et que l'amour peut vraiment tout changer.